Chaque matin, on a tous notre propre routine en arrivant au travail. Pour ma part, elle consiste à s'asseoir derrière un écran d'ordinateur, le plus souvent une tasse de café à la main, et de vérifier mes mails à l'affût d'un nouveau brief ou de retour client. Ensuite, il y a de fortes chances pour que je lance une playlist, et d'autant plus de chances pour que je clique sur cette icône. Cette icône, vous devez sûrement la connaître, et si ce n'est pas le cas, je suis certain que vous reconnaîtrez ce nom. Photoshop, un logiciel si célèbre qu'on en a fait un verbe, et qui est encore aujourd'hui le logiciel de traitement d'image le plus utilisé au monde. Et au vu de mon métier, vous vous en doutez bien, j'y passe la plupart de mes journées. Mais si après des années d'usage, je connais quasiment tous les recoins de ce logiciel, je me suis récemment rendu compte qu'à l'inverse, j'en connais très peu sur son histoire. Alors aujourd'hui, je vous invite à découvrir avec moi l'histoire de Photoshop. Tout commence à Ann Arbor, une ville du Michigan aux États-Unis. Glenn Knoll, un professeur de l'université du Michigan, est passionné par la photographie, à tel point qu'il possède une chambre noire dans sa cave afin de développer ses photos noir et blanc. Mais Glenn est aussi intrigué par l'émergence d'une toute nouvelle révolution technologique, l'ordinateur personnel. Ces deux passions, il va les transmettre à son fils Thomas. C'est donc en toute logique qu'en 1987, on le retrouve à travailler sur sa thèse portant sur le développement d'images digitales pour son doctorat en computer vision. Afin de s'aider dans la réalisation de cette thèse, Thomas va s'offrir un Apple Macintosh Plus, un ordinateur qui était déjà à l'époque obsolète dû à la sortie en 1987 du Macintosh SE et du Macintosh 2, mais dont la commercialisation se poursuivra comme modèle d'entrée de gamme chez Apple. Si on imagine que Thomas s'est orienté vers ce modèle pour des raisons financières, celui-ci va rapidement se heurter à un problème de taille. Puisque, contrairement aux autres ordinateurs d'entrée de gamme de l'époque, le Macintosh Plus n'était pas capable d'afficher des images en couleur ou même en niveau de gris. Pour remédier à cela et pouvoir poursuivre sa thèse, Thomas va développer un logiciel lui permettant d'afficher des images en niveau de gris. Il le nommera Display. Ce logiciel n'étant pas lié directement à sa thèse, mais simplement une alternative aux restrictions techniques de sa machine, Thomas ne pensait pas que ce dernier aurait un quelconque potentiel à l'avenir. C'était sans compter sur son petit frère John. Lui aussi a hérité des passions de son père. Intéressé très tôt par la photographie, il ira même jusqu'à développer des photos couleur dans la chambre noire familiale. Un procédé bien plus complexe que le développement des photos noir et blanc. À côté de ses expérimentations avec la couleur et l'exposition de ses clichés, il devient rapidement attiré par la révolution technologique que fut les ordinateurs personnels. John profitait donc du Apple II que son père avait acheté pour ses recherches pour découvrir et expérimenter avec ce dernier en son absence. Des années plus tard, ses passions le mèneront à travailler chez Industrial Light and Magic, une filiale de Lucasfilm, dédiée à la réalisation d'effets spéciaux pour le cinéma. De passage à Ann Arbor pour des vacances, il fut donc interloqué par la création de son grand frère. ILM fut la première entreprise à avoir accès à la dernière création des employés de Pixar, le Pixar Image Computer. John, ayant eu l'occasion de découvrir une démo de cet ordinateur permettant le traitement d'images, perçut rapidement le potentiel de Display. Il explique dans une intervention pour un livre portant sur l'industrie du graphisme assisté par ordinateur: « Lorsque Tom m'a montré son travail, j'ai été frappé par sa similitude avec les outils de traitement d'images du Pixar. La différence majeure étant que le logiciel de Thomas pouvait être lancé depuis un Mac coûtant 2599 $ à l'époque, alors que le Pixar Image Computer coûtait 135 000 $ à sa sortie. Il conseille alors à son frère d'en faire un logiciel de traitement d'images à part entière. À court d'argent et dans l'attente de son premier enfant, Thomas se donne alors 6 mois et met sa thèse en pause pour collaborer avec son frère dans le but de créer la nouvelle version de ce logiciel. Ils mettront un certain temps à trouver le nom que l'on connaît aujourd'hui. Ils nommeront d'abord cette nouvelle version Photo Hut, puis Image Pro, avant d'opter pour Photoshop dû à des conflits de droits. John achète alors un nouveau Macintosh 2, le premier modèle d'Apple capable d'afficher la couleur. Avant que ce dernier soit envoyé à son frère, Thomas s'occupe d'adapter le code du logiciel pour que celui-ci puisse supporter la couleur. Débute alors la collaboration entre les deux frères. John développe de son côté des routines de traitement d'images qui deviendront plus tard des filtres. Thomas, quant à lui, intègre une fonctionnalité unique pour l'époque, la sélection en contour progressif, facilitant grandement les retouches, ainsi que des outils similaires à ceux utilisés par son frère dans la cave familiale durant ses développements photographiques. Il est désormais possible de jouer avec les niveaux, de gérer la saturation et la teinte, ou bien de jouer avec les balances de couleurs, mais aussi d'enregistrer des images sous différents formats, permettant ainsi d'éditer une image et de pouvoir ensuite l'imprimer dans un autre logiciel.
Le logiciel prend petit à petit forme et durant l'été 1988, John propose à Thomas de trouver un moyen de le commercialiser. Bien que le traitement d'image n'était pas une nouveauté à l'époque, la plupart des photographes professionnels ayant déjà opté pour l'Amiga et ses prouesses en matière de traitement d'image, peu d'éditeurs de logiciels perçurent l'intérêt et le potentiel de Photoshop. Malgré les refus, John ne se laissa pas abattre. À la fin de l'année, il signe un premier contrat de distribution avec Barnescan pour une courte période. Bien que le logiciel ne sera pas distribué de la manière dont les deux frères l'auraient souhaité, ce sera la première apparition commerciale publique de ce dernier. Renommé Barnescan XP, le logiciel sera livré à l'achat d'un scanner, permettant alors d'avoir un outil de traitement d'image complet à la maison. Steve Shafran, fondateur et directeur des opérations de Barnescan, expliquera « Plus utile était la possibilité de convertir une image couleur de l'espace colorimétrique rouge-vert-bleu de l'écran d'un ordinateur à l'espace colorimétrique cyan-magenta-jaune-noir nécessaire à l'exposition des plaques d'impression pour l'impression couleur. Il s'écoulera seulement 200 versions de Barnescan XP, bien loin des espérances des deux frères. Pendant que Thomas poursuit le développement à Ann Arbor, John poursuit les démonstrations et quoi de mieux pour cela que de se rendre à la Silicon Valley. C'est ici, dans les locaux d'une entreprise émergente, venant tout juste de sortir un logiciel de création vectorielle qui deviendra une référence, que l'histoire de Photoshop prendra un véritable tournant. Lors de sa présentation chez Adobe, John utilise une photo de son épouse prise à Bora Bora pour illustrer les premières fonctionnalités du logiciel. À travers ce cliché qu'il nomme Jennifer in Paradise et qui est aujourd'hui considéré comme la première image retouchée avec Photoshop, John va réussir à attirer l'attention de Russell Brown, directeur artistique principal d'Adobe à l'époque. Et cela tombe bien puisque Russell Brown vient de signer un accord de non-divulgation avec Letraset. Ces derniers viennent de lui présenter leur nouveau logiciel d'édition d'images Color Studio. Et lorsqu'il découvre Photoshop, Russell Brown est convaincu que le logiciel est meilleur. Persuadé de son potentiel, il convainc Fred Mitchell, responsable des acquisitions d'Adobe, d'acheter la licence de distribution du logiciel. Le deal sera finalisé en avril 1989 et s'en suivra 10 mois de développement supplémentaires durant lesquels Thomas intègre les nouvelles fonctionnalités proposées par John et l'équipe d'Adobe. Le 19 février 1990 sera livrée au monde la première version de Photoshop, qui marquera à jamais la création graphique assistée par ordinateur. Mais les années qui suivront participeront tout autant à faire de Photoshop l'outil incontournable que l'on connaît aujourd'hui. Contrairement à la version de Barnescan, la version 1.0 ne supportait pas le profil colorimétrique CMJN. Adobe avait choisi de se focaliser sur le RVB au départ, sûrement dans le but de simplifier le développement de la première version. En juin 1991 sort donc la version 2.0 intégrant les profils CMJN. Celle-ci intègre aussi la possibilité d'effectuer des tracés. Une fonctionnalité développée par Mark Hamburg, le premier ingénieur à travailler sur Photoshop après Thomas. Mark deviendra plus tard une des pierres fondamentales dans l'équipe Photoshop, ce qui lui donnera le surnom de The Architect of Photoshop. C'est d'ailleurs son œil que l'on peut voir sur l'image d'ouverture de la version 5.0. En 1992 sort la première version disponible sur Windows, la 2.5, le portage ayant nécessité 2 ans de développement supplémentaire pour adapter le code à cette nouvelle plateforme. En 1994, la version 3.0 ajoute l'intégration des calques, une des fonctionnalités les plus iconiques de Photoshop qui sera une révolution importante pour la création graphique. La version 4.0, quant à elle, intégrera les calques d'ajustement et introduira une nouvelle interface utilisateur sous l'impulsion de Mark. En 1998 sort la version 5.0 qui sera une version majeure. Elle apporte la possibilité de revenir plusieurs fois en arrière mais intègre aussi les effets de calque ainsi que la typographie éditable. Il faut savoir qu'avant, le texte était directement pixelisé après son ajout, ce qui rendait complexe l'édition d'éléments textuels. Photoshop continuera donc d'évoluer ainsi au fil du temps jusqu'à aujourd'hui avec l'intégration de l'IA. Bien que les attentes d'Adobe concernant les ventes étaient plutôt modérées au départ, ces derniers estimant qu'au vu de la mémoire nécessaire pour l'installation de ce logiciel, peu d'utilisateurs auraient la capacité de l'utiliser sur leur machine, le logiciel se vendra tout de même à 3 millions de copies entre 1990 et 2000. Le 31 mars 1995, Adobe rachète les droits de Photoshop aux frères Knoll pour une valeur de 34,5 millions de dollars. Après 5 ans sous licence de distribution, l'entreprise n'aura donc plus à payer de royalties à chaque vente d'une copie. John continuera alors sa carrière chez ILM comme superviseur des effets visuels et sera impliqué dans des œuvres telles que Mission Impossible, Star Trek First Contact ou Star Wars. Thomas, quant à lui, restera impliqué dans le projet Photoshop jusqu'au début des années 2000, il n'aura jamais repris sa thèse. Si Photoshop est intimement lié à Apple de par sa genèse, le géant à la pomme aurait bien pu remplacer Adobe dans la distribution du logiciel. En effet, John, lors de ses démonstrations à la Silicon Valley, avait attiré l'attention d'Apple. L'entreprise lui avait même demandé de laisser quelques copies du logiciel. Selon la rumeur, ces copies qui étaient censées rester confidentielles et servir uniquement aux employés d'Apple laisseront place au premier cas de piratage de Photoshop. Les employés d'Apple, impressionnés par les capacités révolutionnaires de Photoshop, auraient partagé ces copies avec leurs amis et connaissances de l'industrie créative.
Le logiciel, qui était alors à un prix élevé pour l'époque, s'est retrouvé entre les mains de plusieurs créateurs et artistes qui n'auraient pas pu se le procurer autrement. Ironiquement, cette diffusion non contrôlée aurait joué en faveur d'Adobe. Beaucoup de créatifs ayant utilisé une version piratée ont fini par adopter Photoshop plus tard de manière plus professionnelle, créant une demande croissante parmi les entreprises. Pendant longtemps, les rumeurs autour de la facilité à pirater le logiciel laissaient croire que les protections étaient intentionnellement basses, facilitant l'accès au logiciel lors de l'apprentissage de ce dernier afin que les créatifs optent pour une version payante lorsqu'ils se professionnaliseront. Adobe finit par répondre à cette problématique et enterra cette rumeur en renforçant les protections de ses logiciels. Mais revenons à Apple. Si Adobe fut les premiers à sceller le deal avec les deux frères, il faut aussi savoir que depuis longtemps, Apple est étroitement lié à Adobe. En effet, en 1982, Steve Jobs tenta de racheter l'entreprise pour 5 millions de dollars. Les fondateurs, John Warnock et Charles Guesquier, déclinèrent l'offre, mais sous la pression des investisseurs, ils acceptèrent finalement de vendre 19% des parts à Jobs. Celui-ci paiera un montant équivalent à 5 fois la valeur d'Adobe à l'époque, ainsi qu'un droit de licence de 5 ans pour PostScript, le langage à l'origine de la création d'Adobe. Adobe devint ainsi la première entreprise de la Silicon Valley à être rentable dès sa première année. Bien qu'Apple fût devancé pour l'achat de Photoshop, l'entreprise tirera quand même des bénéfices du succès du logiciel. En effet, même si le logiciel fut déployé plus tard sur Windows, le choix de prédilection des créatifs restera les Macintosh. Les professionnels sauteront sur les machines d'Apple et même si plus tard les Macs se feront de plus en plus rares dans les foyers et bureaux d'entreprise, la stratégie d'Apple restera orientée sur les créatifs et le marché de l'image en général. Cela explique pourquoi encore aujourd'hui Apple sort des appareils destinés aux professionnels et pourquoi Photoshop est toujours utilisé comme argument pour présenter les capacités des nouveaux produits. D'une certaine manière, Adobe et Apple ont évolué côte à côte, l'un améliorant les outils de son logiciel afin de faciliter le traitement d'images, l'autre améliorant les capacités de ses produits afin que les créatifs puissent travailler de manière plus efficace et améliorer leur productivité. Ces deux directions étroitement liées ont contribué à faire de Photoshop non seulement un outil essentiel, mais aussi un pilier de la culture créative. Et cela explique d'une certaine manière pourquoi la majorité des machines présentes dans les studios graphiques ou agences de communication sont estampillées d'une pomme et possèdent quasiment toutes une version de Photoshop sur leur disque dur. La sortie de Photoshop a véritablement révolutionné l'industrie du traitement d'images et du graphisme. Avant son apparition, les retouches numériques étaient très onéreuses. Elles nécessitaient d'utiliser des systèmes spécialisés pouvant coûter jusqu'à 300 $ de l'heure. À côté de cela, Photoshop coûtait à sa sortie 895 $, ce qui contribuera largement à rendre le traitement d'image plus abordable. Plus que cela, les outils apportés aux designers par Photoshop ont façonné le graphisme tel que nous le connaissons aujourd'hui. Avant l'apparition du logiciel, la création graphique était un procédé fastidieux durant lequel chaque étape se devait d'être méticuleusement validée avant toute impression ou diffusion. Chaque élément, qu'il s'agisse de la mise en page, du choix des images, des textes ou du concept en lui-même, se devait d'être parfaitement pensé en amont, car il était impossible de revenir en arrière. Photoshop a permis de rendre le graphisme plus versatile, laissant la possibilité de revenir à des versions précédentes, de faire des changements, d'impliquer l'expérimentation au sein de la création graphique et de libérer une nouvelle sorte de créativité. L'introduction des calques et des outils typographiques va favoriser de nouvelles visions et de nouvelles manières de penser les compositions. L'édition d'images, quant à elle, ouvrira le champ des possibles et permettra de mettre la photographie au centre de la création graphique. Bien que l'apparition du numérique fût critiquée par certains fervents du graphisme, Photoshop façonnera à travers le temps les univers visuels qui nous entourent encore aujourd'hui. Mais si l'impact positif de Photoshop est indéniable, son émergence apporte aussi son lot de questionnements. En effet, ces outils de retouche ont aussi favorisé des normes de beauté et une manipulation de la réalité qui reste controversée. L'une des critiques les plus fréquentes étant son usage pour créer des standards de beauté toujours plus irréalistes, à travers le lissage de la peau, l'amincissement de la silhouette ou l'agrandissement des yeux. Des standards qui peuvent avoir un impact plus ou moins fort sur l'estime de soi, en particulier chez les jeunes audiences. Plus encore, la retouche d'image peut dans certaines occasions poser des questions d'éthique. Dans le journalisme par exemple, certaines photos ont pu être modifiées pour créer un effet plus sensationnel. Bien que la plupart du temps ces dérives ont été reprochées aux créateurs que ce soit par les journaux ou pays en question, ces cas plutôt isolés ont soulevé des véritables questions concernant la place de la retouche photo dans le journalisme, ainsi que sur sa capacité à influencer une opinion ou déformer la réalité. Récemment, on a aussi pu voir des cas de retouches similaires en politique, mais aussi des retouches qui posent des questions ethniques. Avec par exemple des cas de retouche de coiffure ou blanchiment de peau sur certaines célébrités de couleur par certains magazines. Des pratiques qui interrogent et qui ont souvent été relevées et critiquées par le public. Dans un monde où la retouche photo est de plus en plus accessible, notamment grâce à de nouveaux outils comme l'intelligence artificielle, de véritables questions se posent concernant la responsabilité des créateurs et des professionnels de l'image. Malgré sa démocratisation, la retouche d'image doit être pratiquée de manière éthique, sans tromper son audience. Dans ce sens, certains pays, comme la France, obligent désormais que les photos retouchées portent la mention « photographie retouchée ».
En parallèle, on voit ces dernières années l'émergence de campagnes publicitaires aux retouches réduites qui encouragent une image corporelle plus diversifiée, positive et réaliste. Ces initiatives mettent en lumière l'importance pour les créatifs de trouver un équilibre entre authenticité et expression artistique. Elles rappellent également au public l'importance de questionner ce qu'ils voient, puisque malgré la vraisemblance de certaines images, les apparences peuvent être parfois trompeuses. De son humble genèse avec les frères Knoll à son adoption mondiale, Photoshop a influencé des industries entières, redéfini nos standards visuels et transformé notre manière de percevoir la réalité. Bien sûr, ce pouvoir pose des questions cruciales sur la représentation, l'éthique et la responsabilité que portent les créatifs dans leur travail. En fin de compte, Photoshop est bien plus qu'un outil. Il est le reflet de notre culture visuelle et de nos aspirations. En tant que créateur ou spectateur, c'est à nous de trouver un équilibre entre créativité et authenticité. Dans tous les cas, j'espère qu'à présent, lorsque votre souris survolera cette fameuse icône, vous penserez comme moi à l'histoire fascinante de Photoshop et à l'immense pouvoir qui s'y cache derrière. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour d'autres explorations sur l'univers du graphisme. A très vite, ciao.